Shalom à tous, bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Et aujourd'hui, Roni Akrish est parmi nous, notre cher historiosophe biblique. Bonjour. Shalom, David, Manishma. Besséder, comment allez-vous? De mieux en mieux. Baruch Hashem, ça allait moins bien avant? Non, ça veut dire que c'est plus qu'hier et moins que demain. Roni, on va parler de la parasha Toldot qui arrive, donc les engendrements. On va évoquer donc cette parasha riche en histoire et en enseignements qui relate en majeure partie la rivalité entre deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. Rivka, après une période d'infertilité, tombe enceinte et les deux jumeaux se battent déjà dans la matrice de Rivka. Deux grandes nations se battent dans ce ventre selon les commentaires. Que se passe-t-il dans le ventre de Rivka, Roni? Mais je crois que dans la gestation fétale de l'histoire, il y a de grandes idées qui commencent à germer. Et plus que deux nations, je pense qu'il est d'abord essentiel de rappeler que ce sont deux options, deux idéaux dans la manière de gérer et de conduire l'histoire. L'histoire dont Yaakov va devenir le propriétaire par voie de descendance, le fils de Yitzhak, le petit-fils de Abraham, n'est pas l'histoire qui sera générée par Esav. Esav est l'homme beaucoup plus proche de la terre, mais dans le sens où nous l'avions vu déjà avec Caïn. Oved à Adama, Oved où il n'y a pas le vav, c'est-à-dire il est Eved Adama, le serviteur de la terre. En fin de compte, où la matière qui s'appellera le Sadé pour Esav, eh bien, va devenir le moyen essentiel, si ce n'est primordial. C'est-à-dire que le développement de cette matière aura force de loi et force de foi sur moi, ce qui n'est pas le cas de Yaakov, parce qu'a priori, l'idéal de Yaakov est d'être, je vais employer le verbe quand même, reclus dans Yoshev Ohalim, reclus dans l'intériorité de la demeure, ce qui sera insuffisant. Car il faudra, et il faudrait, qu'il y ait du Sadé de Esav dans Yaakov, pour que Yaakov puisse donner une dimension intérieure beaucoup plus probante au champ, au Sadé, à la terre, à la matière. Comme d'un autre côté, Esav n'est pas mis à la porte d'Eretz Israël. Il lui est proposé de rester en sachant qui en est le propriétaire et qui en est, comment dire, la tête pensante, réfléchissante, organisatrice, spirituelle, réfléchie. Et Esav a le choix de ce statut-là, parce que d'une certaine façon, on nous fait entendre que chez Esav, on ne peut pas venir et le mettre au banc de l'historiosophie en disant « il n'est pas ». Ce serait une attitude manichéenne. Yaakov serait bien, Esav serait mal. Ce n'est pas le cas. Et par contre, donc, par rapport à ce que je disais, Esav aurait dû s'inspirer de Yaakov. Vous voyez, David, en fin de compte, entre les deux frères, comme à l'époque entre Caïn et Abel, où Caïn aurait dû tendre l'oreille, où Abel aurait dû parler, ouvrir la bouche, c'est-à-dire s'exprimer, ce qui n'a pas eu lieu. Eh bien, là aussi, nous voyons comment Yaakov devrait entendre d'une certaine manière de la représentation philosophique de Esav, et Esav vice-versa, ce qui ne sera pas le cas. Mais Roni, vous faites un parallèle entre Yaakov et Esav et Caïn et Abel, mais il n'y a pas eu de fratricide dans le cas de Esav et de Yaakov. Mais disons qu'apparemment, s'il y avait une intention. Mère Rivka a été attentionnée vis-à-vis de l'événement vécu. Et qu'elle a mis en garde Yaakov, car elle pensait qu'il y avait là les mêmes ingrédients que ceux qui avaient été racontés par tradition concernant les deux premiers hommes, c'est-à-dire Caïn et Abel. Alors elle a eu suffisamment d'intuition féminine, de sensibilité féminine, de cette bina qui caractérise la femme, pour demander à Yaakov de bien vouloir
s'enfuir, parce qu'il ne s'agissait pas de s'en aller, mais véritablement de s'enfuir. Mais nous n'étions pas très loin de la chose. Yaakov, on le sait, est donc un des patriarches et le père des 12 tribus et le géniteur de la nation d'Israël, on va dire. Et Esav, de l'autre côté, est associé à Édom, à l'Occident. D'où elle vient cette affirmation? D'abord, ce sont nos sages qui, concernant Esav, vont extrapoler sur le Esav et le Édom. Édom lié, bien entendu, à ce plat de lentilles rouges que l'on voudrait, et puis aussi aux conséquences, comment dire, comportementales du sieur Esav, qui voudrait montrer patte blanche, mais qu'en vérité, il serait, comment dire, caduc de l'intérieur. C'est une extrapolation de nos sages. Est-ce que Esav est véritablement à l'origine de la pensée occidentale? Je pense que la pensée occidentale est beaucoup trop plurielle pour que nous puissions la réduire au personnage de Esav. Je crois que réduire à la chrétienté, c'est oublier que la chrétienté a nombre d'occurrences dans la réalité existentielle de notre humanité. Si vous voulez, il y a quelque chose dont je vous entretenais il y a un instant concernant Esav, concernant Édom. Mais je vous rappelle que Édom, au moment où Moshe emmènera le peuple d'Israël dans le désert, au moment où il sera proche des frontières d'Israël et qu'il devra traverser le pays d'Édom, le roi d'Édom, je résume énormément bien entendu, c'est dans le Midrash Rabbah, eh bien Édom viendra remettre en question et en cause Moshe, en lui disant « Tu m'appelles ton frère, mais si nous sommes frères, je crois que l'un aurait trompé l'autre quand notre ancêtre est revenu de chez Lavan et que notre ancêtre, l'autre, Esav, a voulu le recevoir et que nous avons été bénis, al-kher bechatirié. C'est ce que mon ancêtre a reçu comme bracha. Mais toi, Moshe, ton ancêtre a reçu cette bracha. Kol, Yaakov, Yadaim, Yede Esav. Il dit, tu vois, je peux me servir de mes mains à tout instant, raison pour laquelle je t'interdis de traverser le pays d'Édom. Mais si jamais, contrairement à ce que j'ai entendu là près du rocher, où tu as frappé ce rocher au lieu de parler au rocher, tu n'as donc pas été la voix, VOX, et tu as perdu véritablement ta voix, VOIE. Mais si un jour tu retrouvais ta voix, te permettant de retrouver le chemin, la voie qui est la tienne, moi, je ne pourrai pas être les mains. C'est une relation inversement proportionnelle. Mes mains ne le sont que parce que ta voix ne l'est pas. Mais lorsque ta voix sera, mes mains ne pourront l'être. Ronnie, beaucoup d'épisodes... pardon, coupé. Ronnie, comme on l'a précisé, cette paracha est riche en histoire. Et il y a un épisode sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du droit d'aînesse. Yaakov troque son plat de lentilles contre le droit d'aînesse et Esav le lui donne. Et c'est quoi cet échange? On comprend, c'est assez incompréhensible. Je crois que le droit d'aînesse doit être compris au travers ce que représente l'aîné. Encore une fois, cela nous ramène à l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn, comme disait notre maître Rav Yehuda Lion Ashkenazi, Manitou, Zecher Tzadik Livracha, Caïn est l'être premier, il est par essence caricatural, égoïste, égocentrique. Abel le second est l'être plus moral. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le second, Abel, a conscience dans l'horizon qui est le sien, que l'autre existe, alors que, vous l'avez compris, le premier, lorsqu'il est né, dans l'horizon qui est le sien, n'a aucune conscience de l'existence d'autrui. Donc il pense que tout tourne autour de lui. C'est la raison pour laquelle il est nombrilisque. Mais ce qu'on demandait à l'aîné, bien entendu, dans cette relation fraternelle entre l'un et l'autre, c'est le concept de responsabilité. Le premier, en voyant Yaakov, en voyant Esav, a conscience qu'il est le frère de Esav. Esav, en voyant Yaakov, pour l'instant, nous ne sommes pas certains qu'il y voit dans ce Yaakov, toujours enfermé dans cette intériorité. J'ai employé le verbe de reclus.
une sorte de réclusion. Lui, il est l'homme de la nature, l'homme des champs, l'homme qui travaille, l'homme qui... etc. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Yaakov devra apprendre de Esav, comme Esav aurait dû prendre de Yaakov. Prendre ce droit d'aînesse, c'est prendre la responsabilité. Responsabilité de la descendance de la famille de abrahamique, c'est-à-dire de l'hébreu. Yaakov se positionne ici dans ce droit d'aînesse, non pas par le fait qu'il devrait hériter, comme dira la loi toranique plus tard, le double du Benjamin, non point. Je ne pense pas que c'eût été la réflexion de Yaakov. Mais je pense que la réflexion de Yaakov est, eût été dans ce contexte de pouvoir prendre la responsabilité de la descendance abrahamique, c'est-à-dire de la descendance hébraïque, de la descendance de l'être hébreu. La configuration conceptuelle de Esav concernant l'existence qui est la sienne allait à contre-courant, était en contrepoids de l'engagement qu'avait pris Abraham, de l'engagement que voulait poursuivre Yitzhak, et le fait de prendre le droit d'aînesse et de prendre la Achrayut. Achrayut, je vous rappelle que c'est l'occurrence de Acher de l'autre, mais l'autre, Acher, est l'occurrence de Ach, le frère. Et donc, véritablement, Yaakov va vouloir prendre le titre de celui qui est le frère, qui reconnaît dans l'horizon de l'aîné, qui lui ne reconnaît pas l'autre parce qu'il ne le voit pas encore. Eh bien, Yaakov veut être l'aîné capable de posséder ce que le second possède, c'est-à-dire cette dimension morale de la reconnaissance de l'autre et donc de la responsabilité vis-à-vis de tout autre. Esav, la responsabilité était une responsabilité limitée aux besoins naturels, besoins au pluriel, naturel au pluriel, alors que Yaakov est non pas seulement lié aux besoins naturels, en prenant ce droit d'aînesse de Esav, mais aux besoins métaphysiques de ce que représente l'aîné, celui qui prendrait la responsabilité de la descendance hébraïque abrahamique. Ronnie, dernière question. L'adage populaire Maaseh Avot, Siman, les banim, tout ce qui est arrivé au père, nos patriarches, est un signe pour les fils. Comment donc faire le lien avec cette paracha et l'actualité, s'il y en a une? S'il y en a un? Je pense que oui. Je pense que la question est à bon escient. Alors, je vous dirai, David, comme ceci. Je crois que tout au long de l'histoire d'Israël, à partir du moment où Israël s'est trouvé souverain et indépendant. Pensez, lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, conduits par Josué, nous n'avons pas réussi à conquérir tout le pays, et chaque tribu s'est installée dans son territoire, faisant de ce territoire son propre terroir. Ces choses sont bien claires. On suivit le fait qu'il n'y avait pas de roi en Israël, et que chacun faisait ce que bon lui semblait. N'est-ce pas? Chapitre 17-18 dans le livre de Yoshua. Dans le livre de Shoftim, c'est-à-dire chapitre 17-18 à propos de Pesel Micha, de la statuette, de l'idole de Micha. Il n'y avait pas de roi. Et donc les juges vont apparaître, mais les juges sont des intervenants très importants. Mais ce sont des intervenants de l'instant, du moment. Non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Dvorah réussira à rameuter, à rallier 5 ou 6 tribus, mais pas les 12. Et si vous voulez, dès que la royauté s'est instaurée, après Shaoul avec David, Shlomo, mais dès que Shlomo, après ses 20 premières années très probantes, va commencer la dégringolade décadente, eh bien, la fin, son fils Rechavam sera le témoin du schisme entre Yehuda et Yosef. Je crois que la relation de fraternité restera toujours le nœud gordien de l'histoire et de la philosophie de l'histoire d'Israël. Car regardez, lorsqu'on étudie Yecheskel, après les chapitres 40, 41, 42, 43, de quoi est-il question? Je vous ramènerai sur la terre. Mais qui ramènerai-je sur la terre? Les enfants de Yehuda et les enfants d'Israël. Pour ne dire quoi? Parce qu'à ce moment-là, ils seront et ils iront ensemble. Donc vous voyez que le problème de la fraternité entre Caïn et Abel, entre Yitzhak et Esav,
entre Abraham et Lot aussi, par exemple, entre Yitzhak et Esav, et puis très bientôt, Yosef et ses frères. Mais comment êtes-vous capable de continuer à lire le livre de Bereshit dans le premier chapitre de Shemot, si ce n'est que Yosef, ayant toutes les raisons de pouvoir en vouloir à ses frères, eh bien fera en sorte que Yosef reconnaît ses frères, reconnaît la fraternité, reconnaît la responsabilité qu'il est capable d'entendre et de comprendre chez tout autre de ses frères, et d'en faire une famille, la famille hébraïque, qui va devoir supporter 210 ans d'exil, mais ressortir comme un seul homme. Donc vous voyez que la notion de fraternité brisée, remise en question, remise en cause, réparée, rattrapée, remis à l'ordre du jour, est continuellement comme un fil d'Ariane tout au long de notre histoire. Roni Akrish, merci beaucoup pour ces éclairages concernant la paracha de Toldot. Je vous souhaite une excellente journée, Roni. Moi de même, ainsi qu'à nos chers téléspectateurs, de pouvoir encore et toujours essayer de jouir au maximum de cette possibilité que nous nous donnons nous deux, et à travers nous deux à l'ensemble des téléspectateurs, de savoir, de connaître et de découvrir encore et toujours plus. Voilà, et c'est à ces derniers que j'adresse mes derniers mots. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous commentez, vous partagez si vous voulez. Et nous serons à votre écoute, bien évidemment. Merci beaucoup, Kaltou. Au revoir. Shalom à tous, bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Et aujourd'hui, Roni Akrish est parmi nous, notre cher historiosophe biblique. Bonjour. Shalom, David, Manishma. Besséder, comment allez-vous? De mieux en mieux. Baruch Hashem. Ça allait moins bien avant? Non, ça veut dire que c'est plus qu'hier et moins que demain. Roni, on va parler de la paracha Toldot qui arrive, donc les engendrements. On va évoquer donc cette paracha riche en histoire et en enseignements qui relate en majeure partie la rivalité entre deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. Rivka, après une période d'infertilité, tombe enceinte et les deux jumeaux se battent déjà dans la matrice de Rivka. Deux grandes nations se battent dans ce ventre selon les commentaires. Que se passe-t-il dans le ventre de Rivka, Roni? Mais je crois que dans la gestation fétale de l'histoire, il y a de grandes idées qui commencent à germer. Et plus que deux nations, je pense qu'il est d'abord essentiel de rappeler que ce sont deux options, deux idéaux dans la manière de gérer et de conduire l'histoire. L'histoire dont Yaakov va devenir le propriétaire par voie de descendance, le fils de Yitzhak, le petit-fils de Abraham, n'est pas l'histoire qui sera générée par Esav. Esav est l'homme beaucoup plus proche de la terre, mais dans le sens où nous l'avions vu déjà avec Caïn. Oved à Adama, Oved où il n'y a pas le vav, c'est-à-dire il est Eved Adama, le serviteur de la terre. En fin de compte, où la matière qui s'appellera le Sadé pour Esav, eh bien, va devenir le moyen essentiel, si ce n'est primordial. C'est-à-dire que le développement de cette matière aura force de loi et force de foi sur moi, ce qui n'est pas le cas de Yaakov, parce qu'a priori, l'idéal de Yaakov est d'être, je vais employer le verbe quand même, reclus dans Yoshev Oralim, reclus dans l'intériorité de la demeure, ce qui sera insuffisant. Car il faudrait qu'il y ait du Sadé de Esav dans Yaakov, pour que Yaakov puisse donner une dimension intérieure beaucoup plus probante au champ, au Sadé, à la terre, à la matière. Comme d'un autre côté, Esav n'est pas mis à la porte d'Eretz Israël. Il lui est proposé de rester en sachant qui en est le propriétaire et qui en est, comment dire, la tête pensante, réfléchissante, organisatrice, spirituelle, réfléchie. Et ça va le choix de ce statut-là, parce que d'une certaine façon, on nous fait entendre que chez Esav, on ne peut pas venir et le mettre au banc de l'historiosophie en disant « il n'est pas ». Ce serait une attitude manichéenne.
Yaakov serait bien, Esav serait mal. Ce n'est pas le cas. Et par contre, donc, par rapport à ce que je disais, Esav aurait dû s'inspirer de Yaakov. Vous voyez, David, en fin de compte, entre les deux frères, comme à l'époque entre Caïn et Abel, où Caïn aurait dû tendre l'oreille, où Abel aurait dû parler, ouvrir la bouche, c'est-à-dire s'exprimer, ce qui n'a pas eu lieu. Eh bien, là aussi, nous voyons comment Yaakov devrait entendre d'une certaine manière de la représentation philosophique de Esav, et Esav vice-versa, ce qui ne sera pas le cas. Mais Ronnie, vous faites un parallèle entre Yaakov et Esav et Caïn et Abel, mais il n'y a pas eu de fratricide dans le cas de Esav et de Yaakov. Mais disons qu'apparemment, Même s'il y avait une intention. Mère Rivka a été attentionnée vis-à-vis de l'événement vécu. Et qu'elle a mis en garde Yaakov, car elle pensait qu'il y avait là les mêmes ingrédients que ceux qui avaient été racontés par tradition concernant les deux premiers hommes, c'est-à-dire Caïn et Abel. Alors elle a eu suffisamment d'intuition féminine, de sensibilité féminine, de cette bina qui caractérise la femme, pour demander à Yaakov de bien vouloir s'enfuir, parce qu'il ne s'agissait pas de s'en aller, mais véritablement de s'enfuir. Mais nous n'étions pas très loin de la chose. Yaakov, on le sait, est donc un des patriarches, et le père des 12 tribus, et le géniteur de la nation d'Israël, on va dire. Et Esav, de l'autre côté, est associé à Édom, à l'Occident. D'où elle vient cette affirmation? D'abord, ce sont nos sages qui, concernant Esav, vont extrapoler sur le Esav et le Édom. Édom lié, bien entendu, à ce plat de lentilles rouges que l'on voudrait, et puis aussi aux conséquences, comportementales du sieur Esav, qui voudrait montrer patte blanche, mais qu'en vérité, il serait, caduque de l'intérieur. C'est une extrapolation de nos sages. Est-ce que Esav est véritablement à l'origine de la pensée occidentale? Je pense que la pensée occidentale est beaucoup trop plurielle pour que nous puissions la réduire au personnage de Esav. Je crois que réduire à la chrétienté, c'est oublier que la chrétienté a nombre d'occurrences dans la réalité existentielle de notre humanité. Si vous voulez, il y a quelque chose dont je vous entretenais il y a un instant concernant Esav, concernant Édom. Mais je vous rappelle que Édom, au moment où Moshe emmènera le peuple d'Israël dans le désert, au moment où il sera proche des frontières d'Israël et qu'il devra traverser le pays d'Édom, le roi d'Édom, je résume énormément bien entendu, c'est dans le Midrash Rabbah, eh bien Édom viendra remettre en question et en cause Moshe, en lui disant « Tu m'appelles ton frère, mais si nous sommes frères, je crois que l'un aurait trompé l'autre quand notre ancêtre est revenu de chez Lavan et que notre ancêtre, l'autre, Esav, a voulu le recevoir et que nous avons été bénis, Al-Kher Bechat Yichye, c'est ce que mon ancêtre a reçu comme bracha, mais toi, Moshe, ton ancêtre a reçu cette bracha, Kol, Yaakov, Yadaim, Yede Esav. Il dit, tu vois, je peux me servir de mes mains à tout instant, raison pour laquelle je t'interdis de traverser le pays d'Édom. Mais si jamais, contrairement à ce que j'ai entendu là près du rocher, où tu as frappé ce rocher au lieu de parler au rocher, tu n'as donc pas été la voix, VOX, et tu as perdu véritablement ta voix, VOIE. Mais si un jour tu retrouvais ta voix, te permettant de retrouver le chemin, la voie qui est la tienne, moi, je ne pourrais pas être les mains. C'est une relation inversement proportionnelle. Mes mains ne le sont que parce que ta voix ne l'est pas. Mais lorsque ta voix sera, mes mains ne pourront l'être. Ronnie, beaucoup d'épisodes... pardon, coupé.
Ronnie, comme on l'a précisé, cette paracha est riche en histoire et il y a un épisode sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du droit d'aînesse. Yaakov troque son plat de lentilles contre le droit d'aînesse et Esav le lui donne. Et c'est quoi cet échange? On comprend, c'est assez incompréhensible. Je crois que le droit d'aînesse doit être compris au travers ce que représente l'aîné. Encore une fois, cela nous ramène à l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn, comme disait notre maître Rav Yehuda Lion Ashkenazi, Manitou, Zecher Tzadik Livracha, Caïn est l'être premier, il est par essence caricatural, égoïste, égocentrique. Abel le second est l'être plus moral. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le second, Abel, a conscience dans l'horizon, qui est le sien, que l'autre existe. Alors que, vous l'avez compris, le premier, lorsqu'il est né, dans l'horizon, qui est le sien, n'a aucune conscience de l'existence d'autrui. Donc il pense que tout tourne autour de lui. C'est la raison pour laquelle il est nombrilisque. Mais ce qu'on demandait à l'aîné, bien entendu, dans cette relation fraternelle entre l'un et l'autre, c'est le terme, le concept de responsabilité. Le premier, en voyant Yaakov, en voyant Esav, a conscience qu'il est le frère de Esav. Esav, en voyant Yaakov, pour l'instant, nous ne sommes pas certains qu'il y voit dans ce Yaakov, toujours enfermé dans cette intériorité. J'ai employé le verbe de reclus, une sorte de réclusion. Lui, il est l'homme de la nature, l'homme des champs, l'homme qui travaille, l'homme qui... etc. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Yaakov devra apprendre de Esav, comme Esav aurait dû prendre de Yaakov. Prendre ce droit d'aînesse, c'est prendre la responsabilité. Responsabilité de la descendance de la famille abrahamique, c'est-à-dire de l'hébreu. Yaakov se positionne ici dans ce droit d'aînesse, non pas par le fait qu'il devrait hériter, comme dira la loi toranique plus tard, le double du Benjamin, non point. Je ne pense pas que c'eût été la réflexion de Yaakov. Mais je pense que la réflexion de Yaakov est, eût été dans ce contexte de pouvoir prendre la responsabilité de la descendance abrahamique, c'est-à-dire de la descendance hébraïque, de la descendance de l'être hébreu. La configuration conceptuelle de Esav concernant l'existence qui est la sienne allait à contre-courant, était en contrepoids de l'engagement qu'avait pris Abraham, de l'engagement que voulait poursuivre Yitzhak, et le fait de prendre le droit d'aînesse et de prendre la achrayut. Achrayut, je vous rappelle que c'est l'occurrence de Acher de l'autre, mais l'autre, Acher, est l'occurrence de Ach, le frère. Et donc, véritablement, Yaakov va vouloir prendre le titre de celui qui est le frère, qui reconnaît dans l'horizon de l'aîné, qui lui ne reconnaît pas l'autre parce qu'il ne le voit pas encore. Eh bien, Yaakov veut être l'aîné capable de posséder ce que le second possède, c'est-à-dire cette dimension morale de la reconnaissance de l'autre et donc de la responsabilité vis-à-vis de tout autre. Esav, la responsabilité était une responsabilité limitée aux besoins naturel, besoin au pluriel, naturel au pluriel, alors que Yaakov est non pas seulement lié aux besoins naturels, en prenant ce droit d'aînesse de Esav, mais aux besoins métaphysiques de ce que représente l'aîné, celui qui prendrait la responsabilité de la descendance hébraïque abrahamique. Ronnie, dernière question. L'adage populaire Maaseh Avot, Siman, les Banim, tout ce qui est arrivé au père, nos patriarches, est un signe pour les fils. Comment donc faire le lien avec cette paracha et l'actualité, s'il y en a une? S'il y en a un? Je pense que oui. Je pense que la question est à bon escient. Alors, je vous dirai, David, comme ceci. Je crois que tout au long de l'histoire d'Israël, à partir du moment où Israël s'est trouvé souverain et indépendant. Pensez, lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, conduits par Josué, nous n'avons pas réussi à conquérir tout le pays,
Et chaque tribu s'est installée dans son territoire, faisant de ce territoire son propre terroir. Ces choses sont bien claires. On suivit le fait qu'il n'y avait pas de roi en Israël et que chacun faisait ce que bon lui semblait. N'est-ce pas? Chapitre 17-18 dans le livre de Yoshua. Dans le livre de Shoftim, c'est-à-dire chapitre 17-18 à propos de Pesel Micha, de la statuette, de l'idole de Micha. Il n'y avait pas de roi. Et donc, les juges vont apparaître, mais les juges sont des intervenants très importants. Mais ce sont des intervenants de l'instant, du moment. Non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Dvorah réussira à rameuter, à rallier 5 ou 6 tribus, mais pas les 12. Et si vous voulez, dès que la royauté s'est instaurée, après Shaoul avec David, Shlomo, mais dès que Shlomo, après ses 20 premières années très probantes, va commencer la dégringolade décadente, eh bien, la fin, son fils Rechavam sera le témoin du schisme entre Yehuda et Yosef. Je crois que la relation de fraternité restera toujours le nœud gordien de l'histoire et de la philosophie de l'histoire d'Israël. Car regardez, lorsqu'on étudie Yecheskel, après les chapitres 40, 41, 42, 43, de quoi est-il question? Je vous ramènerai sur la terre. Mais qui ramènerai-je sur la terre? Les enfants de Yehuda et les enfants d'Israël. Pour ne dire quoi? Parce qu'à ce moment-là, ils seront et ils iront ensemble. Donc vous voyez que le problème de la fraternité entre Caïn et Abel, entre Yitzhak et Esav, entre Abraham et Lot aussi, par exemple, entre Yitzhak et Esav, et puis très bientôt, Yosef et ses frères. Mais comment êtes-vous capable de continuer à lire le livre de Bereshit dans le premier chapitre de Shemot, si ce n'est que Yosef, ayant toutes les raisons de pouvoir en vouloir à ses frères, eh bien fera en sorte que Yosef reconnaît ses frères, reconnaît la fraternité, reconnaît la responsabilité qu'il est capable d'entendre et de comprendre chez tout autre de ses frères, et d'en faire une famille, la famille hébraïque, qui va devoir supporter 210 ans d'exil, mais ressortir comme un seul homme. Donc vous voyez que la notion de fraternité brisée, remise en question, remise en cause, réparée, rattrapée, remis à l'ordre du jour, est continuellement comme un fil d'Ariane tout au long de notre histoire. Roni Akrish, merci beaucoup pour ces éclairages concernant la paracha de Toldot. Je vous souhaite une excellente journée, Roni. Moi de même, ainsi qu'à nos chers téléspectateurs, de pouvoir encore et toujours essayer de jouir au maximum de cette possibilité que nous nous donnons nous deux, et à travers nous deux à l'ensemble des téléspectateurs, de savoir, de connaître et de découvrir encore et toujours plus. Voilà, et c'est à ces derniers que j'adresse mes derniers mots. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous commentez, vous partagez si vous voulez. Et nous serons à votre écoute, bien évidemment. Merci beaucoup, Koltou. Au revoir.